Voilà, nous sommes en direct. Bonjour à tous, on est heureux de vous retrouver sur la chaîne LGC3 de la télé du grand changement. Alors, voilà, on vous retrouve pour une nouvelle mini Vibra. Vous savez qu'avec nous mini, bon, c'est un peu mini maxi, mais c'est pas grave. Donc, on vous retrouve avec Mathieu et Marie-Agnès pour parler encore une fois d'éducation. Et aujourd'hui, notre thème, c'est les apprentissages libres, donc les apprentissages au travers du jeu. Et voilà, je vous laisse faire coucou peut-être. Bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver. Oui, nous aussi, on est heureux de te Bonjour, retrouver. bonjour à vous, bonjour. Ce thème me passionne tout particulièrement, le jeu et l'apprentissage libre autonome. Donc je suis surexcité Ah d'être oui, là. toi, tu as fait beaucoup d'interventions là-dessus ces jours-ci d'ailleurs, tu me disais. Oui, ces derniers temps, je suis demandé dans des fédérations d'animation comme les CMEA, au ministère de la Jeunesse et Sport, au Greta, pour parler moi j'appelle le pouvoir du jeu, le jeu et l'apprentissage, comment c'est indissocié dans le cerveau. Ouais. Ben oui, complètement. Alors vas-y, fais-nous une petite démo. Je démarre. Ouais. Allez, à ton honneur. Je démarrerai par en parlant de Hutter, pardon, Gérald Hutter, qui est un neurologue avec qui André Stern travaille beaucoup, qui a fait des découvertes magnifiques il y a 4-5 ans. Il a démontré de façon scientifique que le processus d'apprentissage et le jeu, c'est-à-dire le plaisir, l'enthousiasme, dans le cerveau, c'est les mêmes zones cérébrales qui s'activent simultanément. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'apprentissage s'il n'y a pas de jeu, de plaisir. Et il n'y a pas et s'il y a du plaisir, il y a automatiquement de l'apprentissage. J'entends jeu pas comme jouer, mais comme l'état de plaisir, l'état ludique du joueur quand il est en train de s'amuser. Et, euh, et donc, ce qui est magnifique, c'est que c'est la première fois que la science le prouve, alors que toutes les méthodes Montessori, Freinet, Steiner, etc. Je prends les dinosaures de la pédagogie active et nouvelle, ils ont mis tout ce qu'ils ont mis en place à partir de cette observation. Ils ont remarqué que quand les enfants étaient intéressés et enthousiastes de quelque chose, tout venait tout seul. Et en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est que plus il y a du plaisir, plus le système cérébral, la conscience, on pourrait dire, elle se démultiplie. J'aime bien dire que il y a un ragot qui dit que les femmes peuvent faire deux choses en même temps et les hommes une seule chose. Eh bien, je réponds que en état de jeu, de plaisir, c'est pas une, deux, trois, ça peut aller jusqu'à 5, 6, 7, 8 choses, 10 choses que le cerveau peut appréhender simultanément. Et il faut être joueur pour le voir, mais quand on commence un jeu, généralement au début on est là, on sait pas trop, et puis au bout d'un moment, par exemple si c'est un jeu de cartes, on se rend compte qu'on arrive à anticiper les coups d'avant, d'écouter une conversation tout en rigolant, tout en ayant l'œil sur toutes les cartes qu'on a dans les mains, tout en sachant à peu près les cartes qu'il y a dans les mains des autres, et c'est assez incroyable parce que si on nous demandait de faire ça sans plaisir, on n'y arriverait pas. Mais quand on est dans le plaisir, tout d'un coup, notre cerveau se déploie et capte une quantité de choses incroyables. Oui, on dit aussi que quand on est dans le plaisir, ça stimule la neurogénèse, donc la production de neurones. Alors, ça fait vachement réfléchir à l'école, pourtant, qu'on n'apprend pas dans le plaisir. Et tu vois, j'ai envie de rebondir par rapport à ce que vous dites. Tu vois, mon fils qui avait un handicap qu'on appelle dyspraxie visio-spatiale et qui pour moi est vraiment pas un handicap. Mais on s'est vraiment rendu compte que ces enfants qui étaient 10, en fait, quand ils étaient dans des notions de plaisir, il n'y avait aucun problème. Et mon fils avait un problème de repérage dans l'espace. Et puis, il adorait faire du basket. Donc, le basket, il faut quand même se repérer sur un terrain, c'est pas forcément évident. Et donc, au début, quand il a fait, j'en parlais à l'entraîneur, il me dit non, non, mais ça va super bien, tu as le public, ça marche bien. Bien oui, ça justifie ce que tu viens de dire, Mathieu, parce que c'est vraiment sa passion. Donc là, il se passe quelque chose dans sa tête qui fait que le repérage dans l'espace, ça va super bien. Par contre, quand il était en classe et qu'il fallait qu'il recopie un truc au tableau qui n'avait aucun sens pour lui, là, il n'y avait aucun repérage dans l'espace. Donc vraiment,
c'est ça, quoi. Et on l'a bien vu que dès qu'il est dans quelque chose qui lui fait plaisir, il n'y a plus de handicap. C'est quand même assez fabuleux de voir ça. C'est incroyable. C'est vraiment dire à quel point le plaisir est lié avec tous nos sens, toute notre compréhension. Une fois qu'on est vraiment dans le plaisir, on comprend d'une façon très très globale en fait. Il y a une autre chose que par rapport à ce qu'a dit Marion sur le fait qu'en fait dès qu'il y a le plaisir, l'apprentissage au niveau cellulaire, c'est pas simplement nous on cantonne l'apprentissage à cause de l'éducation scolaire à la mémorisation. Et l'apprentissage et la mémorisation sont deux choses différentes. Au niveau cellulaire, l'apprentissage, c'est tout ce qui est acquisition, c'est aussi la génération de cellules. C'est-à-dire que le processus d'apprentissage, c'est un processus à la base qu'on appelle de survie, mais qui est de vivre, c'est-à-dire qu'on est pour vivre. Et ça paraît rigolo, mais naître pour vivre, c'est pas naître pour survivre. C'est-à-dire, on est né pour être heureux. Et donc, on est doté spontanément des outils physique, cérébral pour être heureux. Et l'apprentissage, c'est l'outil, le besoin nécessaire pour appréhender l'environnement et se trouver un équilibre harmonieux qui nous rend heureux dans notre environnement. Et la cellule sait que connaître son environnement, ça veut dire s'adapter à son environnement et adapter l'environnement à elle. C'est naturellement la cellule, elle est née de deux corps étrangers, un spermatozoïde qui vient d'un corps d'un autre corps et un ovule qui vient d'un autre corps qui ont fusionné. Donc déjà au même niveau de la mémoire cellulaire, la différence, c'est la richesse, c'est le fait que on va pouvoir bien vivre. Et ensuite, la cellule, deuxième chose de la nature, c'est que elle se démultiplie et c'est des nombreuses cellules qui vivent, qui cohabitent simultanément. Donc la solidarité, c'est c'est une mémoire spontanée et naturelle de la cellule. Et ensuite, et puis alors là, maintenant ils l'ont prouvé en épigénétique, c'est-à-dire dans l'ADN. Jusque-là, on trouvait que 10%. Tous les autres pourcents, ils ont découvert que ce sont des filaments qui sont créés par l'ADN, qui circulent et voyagent dans le corps pour toujours réactualiser les informations et les redonner à l'ADN des informations autant que cellulaires, c'est-à-dire l'état dans lequel on est, l'alimentation, la relation à l'autre, plus on est en état d'amour, de joie, etc., plus ces filaments sont actifs et génèrent et régénèrent, voire transforment même la génétique, donc l'ADN. Et ça, c'est prouvé maintenant, en fait. Et c'est magique, parce qu'avant, il n'y avait que les mystiques qui racontaient ça. Il fallait lire des livres de gens et on disait, ouais, mais bon, ils fabulent, c'est les religions, ils fabulent. Mais maintenant, c'est la science qui le prouve. Ça me fait jubiler ce que tu dis, hein, parce que en fait, c'est ça. On est biologiquement programmé pour le bonheur. Oui, c'est ça. La raison de vivre d'une cellule, c'est vivre. Et vivre, plus on vit heureux, plus la fréquence vibratoire de la cellule est haute, et donc elle a toutes les raisons. Elle a toutes les raisons d'être heureuse. Par exemple, souvent dans les mondes spirituels, puisque dans le grand changement, il y a beaucoup cet aspect, la spiritualité, on dit oui, le cerveau reptilien, c'est caca, je le dis. Mais le cerveau reptilien, il est fait pour préserver des accidents à la base, donc de la survie. Donc, comme il sait, comme en tant que cellule, que les pics de bonheur sont les endroits où il va se renforcer, chaque état de grande joie qu'on va vivre ou de grâce qu'on peut vivre, c'est mémorisé pas dans des sphères lointaines, c'est mémorisé dans le cerveau reptilien qui fera tout pour le retrouver, qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou non. Et c'est ça aussi qui est magique, c'est-à-dire que même ce qu'on croit être spirituel, qu'on dit l'évolution spirituelle grâce aux anges, grâce à tout ça, je ne nie pas, je confirme pas. Je dis juste qu'on dit ça, mais notre corps lui-même, il booste dans ce sens-là, en fait.
Bon, alors ça m'amène une question. Qu'est-ce qui se passe si on bloque justement ce processus? Alors déjà, je réponds hein, parce que déjà ce qui bloque, c'est un truc hallucinant, c'est que ce qui fait que ça bloque, ce qui fait qu'on peut bloquer aujourd'hui, c'est qu'il a été constitué un programme de 10 années obligatoire où on a inventé l'idée que apprendre était séparé du plaisir. Et donc, le seul objectif de l'école, et je ne le dis pas parce que je suis contre l'école, c'est historique. C'est vraiment, je ne l'invente pas. Il y a des documents, il y a des choses qui le prouvent, il y a de nombreux chercheurs qui l'ont démontré. L'objectif de l'école, c'est de pouvoir aller à l'usine. Et pouvoir aller de 8 heures à 17 heures à l'usine, c'est contre nature. Donc, il fallait 10 ans pour que Pour bien le formater. système, c'est ça, c'est-à-dire que à l'intérieur de nous, les cellules ne s'écoutent plus. C'est ça. Et moins de 10 ans, avant c'était moins long l'école, mais ils ont remarqué que ça marchait pas. 10 ans, il faut 10 ans, c'est long, hein. Ah oui, Ça c'est long. se fait pas du premier coup et au moindre accident, on se rappelle de tout. Mais Oui, ça me fait rire ce que tu dis parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a des gens qui par rapport à l'éducation que je donne à mes enfants, qui disent oui, mais après, dans la vie réelle, comment ça va se passer? Ben, je dis dans la vie réelle. C'est comme s'il y avait plein de gens qui pensent que la vie réelle, justement, c'est de se lever le matin, de courir, d'être en stress, de ne pas être avec ses enfants. Enfin, tu vois, cette vie trépignante et que du coup, de prendre le temps de vivre, d'être à l'écoute de soi, d'être dans la joie, de vivre en fait ce qui est à l'intérieur de nous. Et bien ça, c'est pas la vraie vie. Et du coup, j'ai vraiment ce que tu dis, c'est ça. Je me suis dit, bah oui, donc on conditionne bien les enfants dès qu'ils sont petits. Moi, j'ai une amie, son gamin, il a 4 ans. Dès le matin, à 7 heures, il se tape 1 heure de bus. Enfin bon, c'est des journées de dingue. Et je me dis, bah oui, parce que si on les habitue tout petits, ça va être bien ancré en eux. Et du coup, après, dans la société, ils vont vraiment s'intégrer. Puis moi, pour moi, personnellement, j'ai l'impression qu'ils vont passer à côté de leur vie. Tu vois? Ah oui, ils vont attendre la retraite pour se C'est ce que je dis souvent, je dis moi je suis en retraite maintenant. Et c'est là que tu te sens décalé, mais tu te sens triste parce que tu te dis mais le monde il tourne pas rond. Tu sors dehors, il fait grand soleil, il fait chaud, tes enfants ils courent librement partout et tu vois qu'ils sont tout seuls. Tu te dis mais le monde il tourne à l'envers. Pourquoi les autres enfants ils sont enfermés dans ces moments qui sont tellement précieux pour leur épanouissement? Oui, c'est ça. J'ai une amie qui a 2 enfants, qui fait l'instruction en famille, mais qui démarre juste. Et il s'est trouvé que dans sa vie, elle a été obligée d'aller aider sa sœur, qui a 4 enfants, qui vont tous à l'école. Et elle m'a dit, c'était super dur pour moi, parce que déjà, je n'étais pas avec mes enfants. Mais du coup, elle dit, j'ai compris pourquoi j'ai vécu ça. Parce que je me suis retrouvée dans la vie d'une maman, d'emmener les enfants à l'école, les réunions, les si. Et elle dit, c'est sûr, l'après-midi, t'es tranquille, hein, les journées, t'es tranquille, tu fais ce que tu veux. Mais elle me dit, le stress, mais c'est un truc de fou. Puis les enfants, en fait, finalement, ils s'accommodent de ça. On sent bien que c'est pas ça. Mais du coup, ils n'ont pas le choix. Donc du coup, elle m'a dit, ça m'a été un grand cadeau parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, le choix que j'avais fait, eh ben, il était bien plus juste et bien plus près du vivant, en fait. Mais oui, parce que vu qu'on est face à une société qui tourne complètement autrement, des fois c'est un peu dur de suivre son cœur et de vraiment rester dans son objectif. Comment vous l'appliquez au quotidien, du coup, cet apprentissage par le plaisir, finalement? Qui répond là? J'étais sur la question. Vas-y, Marie-Agnès. Eh ben, alors comment Attends, faut que je fasse la question. Est-ce que... Ouais, vas-y. Est-ce que, par exemple, vu que tu fais l'école à la maison, est-ce que tu reprends les cours et tu les rends ludiques? Est-ce que tu pratiques plutôt ce qu'on appelle le unschooling, c'est-à-dire qu'ils vont, eux, voilà, tu les plonges dans un environnement, puis ils se débrouillent, ils s'immergent avec ce qui vient à eux? Est-ce que tu suis des cours par correspondance? Dis-nous tout. Alors au début, j'ai commencé comme ça par les cours par correspondance, en fait. Et petit à petit, voilà, la vie m'a amené à le lâcher. Et puis je me suis vraiment rendu compte que de rentrer du savoir sec, en fait, voilà, sec sans expérience à l'enfant, il n'y avait pas vraiment de sens. Puis du coup, c'était pas mémorisé et il n'y avait vraiment aucun sens. Et puis surtout, ça a été l'observation en fait des petits, en fait, des enfants.
parce que j'ai des amis qui les emmènent à la maternelle et tout ça. Et moi, je me disais, bah, et une amie un jour me dit, mais comment tu fais pour les apprentissages? Je dis, en fait, je fais rien. En fait, je vis avec eux et combien de fois j'ai été surprise pour tous de me rendre compte que, tiens, ils avaient appris les couleurs. Mais j'ai jamais pris du temps en leur disant, en leur montrant les couleurs. C'était juste, enfin, je sais pas, tu vois, tiens, bah, donne-moi ce bol rouge. Et en fait, l'enfant, à ce moment-là, et parce qu'on faisait une recette de cuisine. Tu vois, hier avec mon petit de 3 ans, on a fait enfin, pas hier, quand c'était carnaval, on a fait des beignets. Donc, on a parlé des formes, du carré, du losange, mais en s'amusant, en faisant des beignets. On a fait des lettres en faisant des beignets. Et là, je me rends compte que ça rentre. C'est comme ça que ça rentre vraiment, comparé à l'enfant qu'on va mettre sur une table. Enfin, du coup, c'est par cette expérience. Et par rapport aux autres, mais du coup, j'essaye d'être, je suis présente à ce qu'il dit. Là, mon fils en ce moment, c'est la préhistoire. Donc, ben, c'est OK, ben, on regarde des vidéos, on va à la bibliothèque. Enfin, disons, c'est être à l'écoute vraiment de ce qui les anime dans l'instant. Et c'est à partir d'eux que va se construire ce qu'ils ont besoin d'apprendre, en fait. C'est comme ça que je procède. Pour les plus grands, c'est un petit peu plus compliqué, mais je dirais qu'il n'y a pas vraiment en tout cas chez moi, il n'y a pas vraiment tout est toujours impermanent. En fait, j'ai ma plus grande qui est en niveau, niveau 3e, je crois, qui par moment, elle a besoin de cours, elle a besoin de cours. Donc, bah, parfois, on fait ça, puis parfois, on est plus dans l'informel et que c'est vraiment impermanent. J'ai mon fils de 6 ans, là, en ce moment, le formel, lui, c'est même pas la peine. Je peux même pas lui en parler. Donc, on apprend. Hier, il a fait de la géographie avec sa sœur parce qu'ils étaient sur l'ordi, sur tu sais, Google Maps. Donc, du coup, bah, ils ont fait des visites virtuelles de l'Italie, de la Grèce, de l'Angleterre. Et c'est comme ça qu'il a vu la carte du monde et tout ça. Mais lui, ça fonctionne que comme ça. Ah bah, tu me fais penser, il existe un truc qui commence à se lancer, ça s'appelle les serious games, jeux sérieux. Ouais, tu acquiesces, Ouais. tu connais. Et en fait, c'est quoi le concept? Bon, ils sont pas tous forcément au point, mais j'en ai vu quelques-uns qui étaient très sympas, par exemple parce que tu me parlais d'histoire. Alors le jeu, ben en fait, tu rentres dans un jeu en 3D où en fait ils t'ont reproduit un vrai château fort à une époque précise avec des objets, voilà, les objets d'époque, etc. Et toi, ta quête, ça va être, tu vas avoir plein d'une série d'énigmes où tu vas utiliser ces objets-là pour pouvoir débloquer des choses, etc. Et tu seras totalement immergé dedans et finalement, ça t'aura créé un apprentissage de cette époque-là. Tu l'auras vécu au travers de ton jeu et qui va être vachement plus efficace qu'un polycopier avec vous marquez les noms des trucs en haut et machin, et vous l'apprenez par cœur 3 fois. Et voilà. Vous voyez le concept? C'est clair, ouais. C'est clair que par le jeu, voilà, c'est comme ça que ça rentre tout seul en fait. Oui, c'est ça. Je prends au passage une question qui est autour de ce qu'on dit au cœur de la vie. Faut-il créer des jeux ou les laisser complètement libres de leur propre jeu? Quelle est la place de l'animateur dans tout ça? Comment être accompagnateur? Qu'est-ce que c'est? Qui se lance? Vas-y, Marion. Vous savez que j'avais vu celle-là. Ouais, je pense que quand on veut se lancer vraiment dans les apprentissages libres, on est peut-être un peu perdu parce qu'on se dit, on prend conscience que nous, on a un impact sur l'enfant quoi qu'on fasse et que finalement, le but, c'est pas forcément du coup, c'est complexe. On se pose la question, est-ce que je dois leur transmettre des choses? Est-ce que je dois leur proposer des jeux? Ou est-ce que je dois attendre vraiment qu'il y ait une demande? Je pense que les enfants, ils sont là aussi pour apprendre beaucoup de choses au travers de nous et qu'il ne faut pas qu'on bride notre personnalité et qu'au travers de ça, ça va être extrêmement riche pour eux. Par exemple, si vous êtes... voilà, j'ai une copine qui fait l'école à la maison, elle est extrêmement manuelle et elle crée beaucoup de petites activités, des choses... Elle crée son propre matériel Montessori, elle fait des tas de choses. Ben, ça la fait tellement vibrer qu'au final, sa fille, elle va lui transmettre quelque chose qui va être vraiment dans le jeu, dans la joie, dans quelque chose de sympa. Et je pense que ça a beaucoup d'importance. Et après, voilà, c'est à chacun de trouver sa place par rapport à son enfant, mais de le faire vraiment dans la joie, de ne pas se limiter à une théorie. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce que tu dis, c'est très en résonance avec l'acquisition scolaire, c'est-à-dire que on nous a appris de façon des choses qui sont pas rattachées à la nature, à la vie. Donc du coup, quand on se lance au début dans l'apprentissage autonome,
on veut faire de l'apprentissage autonome une technique, Ouais, mais c'est plus un état d'esprit où qui prévaut la joie, l'authenticité, et encore l'authenticité plus que la joie, parce que si on traverse des cycles de stress ou de colère, eh ben c'est ça qui se vit dans le foyer. Et il n'y a pas spécialement à culpabiliser, on n'est pas en stress et en colère de tout le reste de notre vie, et on témoigne d'autres choses. Et pour l'enfant, c'est magique parce que aussi le fait de s'autoriser d'être en colère sans aller forcément se cacher, ça lui permet d'observer comment l'adulte gère sa colère réellement, comment il la vit, comment il l'exprime. Il peut être en colère sans pour autant casser toute la maison. Oh tiens, il tombe pas par terre comme moi et il tape pas des pieds, donc on pourrait peut-être faire autrement pour être en colère. Ça lui permet de voir, en fait, c'est ça l'apprentissage autonome et libre, c'est la confiance que le cerveau est toujours en train d'apprendre. Il est tout le temps en train d'assimiler, et puis de toute façon, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on peut pas transmettre autre chose que qui on est. Donc ça sert à rien de se dire oh je vais pas faire, je vais pas dire de gros mots parce que si on a plein de jurons dans la tête, il les aura lui aussi parce que il va d'abord absorber ce que sont ses parents, ses modèles référents, et quand il aura fait le tour de la question, il commencera à choisir, mais ça sera dans quelques années après. Mais c'est des éponges, pas dans le sens vierge, mais c'est des éponges dans le sens comme un ordinateur qui peut assimiler des tas de données. Ça ne veut pas dire qu'on utilise toutes les données, mais il a assimilé toutes les données. On, c'est-à-dire papa, maman, l'enfant, tous, on est tout le temps en train de tout le temps absorber et émettre des tas de données. ouais. Oui, Non, je suis. Oui, vas-y. excuse-moi. Non, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais. Oui, en fait, faut se demander ce qui est important dans l'apprentissage. Est-ce que ça va être le jeu au niveau théorique? Est-ce que ce jeu-là va lui développer ceci, cela? Ou est-ce que ça va être l'humain? Et là, ce qu'on essaye de faire, c'est vrai, dans ce mode d'apprentissage, c'est vraiment de développer l'humain et son épanouissement au travers des uns et des autres. Donc après, le jeu, ça va être peut-être simplement le support, le tremplin, mais il ne faut pas perdre de vue ce qui est derrière la big picture là. C'est pour ça que quand je fais mes cours, je passe une journée complète uniquement sur le fait de bien faire comprendre la différence entre être en état de jeu, c'est-à-dire ludique, c'est-à-dire être enthousiaste de faire ce qu'on fait, et pas forcément en train de jouer à un objet de jeu, c'est-à-dire au Playmobil. Je peux être en train de faire une activité Playmobil, mais pas être en état de jeu. Et je peux être à la cuisine ou en train d'étendre le linge et être en état de jeu. C'est pas l'état de jeu, c'est dès qu'on est en état de plaisir en fait. Moi, j'appellerais ça, pour moi, le mot qui viendrait, c'est être présent. Et du coup, c'est vrai que c'est vraiment ça. Plus je suis présent à moi-même dans chaque instant, j'ai vraiment une autre vision sur mes enfants et je peux vraiment capter vraiment ce qu'ils ont besoin dans l'instant. Et en même temps, en étant présent à moi-même, ça me permet d'être authentique. Et comme tu disais tout à l'heure, Mathieu, je pense effectivement que ce soit la colère ou la tristesse, ben, ça fait aussi partie de la vie, ça fait aussi partie de montrer à nos enfants. Moi, il y a des fois, ben, si, mettons, je peux être traversée par de la tristesse, et ben, ils peuvent me voir pleurer, puis ça peut être ben, là, dans l'instant ou dans l'heure qui vient, maman, elle n'est pas dispo. C'est aussi leur montrer que c'est ça, c'est pas toujours être la super. Parce que ce que j'ai remarqué des fois dans certaines mamans, c'est qu'on peut être la super maman, super modèle. Ben non, soyez juste authentique, vous, et puis bah, voilà, être présent à ce qui se vit dans l'instant tout le temps. Et là, c'est là où les cadeaux ils arrivent en fait. Éviter de se projeter dans le futur et non, c'est juste ce qui se vit maintenant qui est important de vivre. Exactement, ne pas refouler une partie de soi, alors que finalement, ce qu'on veut leur apprendre, c'est vraiment l'humain dans toute sa globalité et qu'il n'y a pas des facettes d'ombre à rejeter ou des facettes mauvaises. Même l'ennui, c'est quelque chose de positif. Votre enfant, il s'ennuie, bon, ben, il construit des choses aussi, il se repose, il y a toujours quelque chose de positif. Et, alors, et du coup, parce que moi, je sais que je me suis beaucoup posé la question au tout début. J'étais partagée entre cette envie de vouloir proposer des activités. Et puis, voilà, on faisait ça avec une amie. Donc, on se disait, bon, on va leur faire un thème Afrique avec des polycopiés, des machins. Ça peut être super rigolo. On va leur mettre Kirikou à la télé. Puis, en fait, ils n'en avaient rien à faire.
Même tout ce qu'ils voulaient quand ils étaient ensemble, c'est qu'on leur fiche la paix et qu'ils puissent aller jouer entre eux. Donc on a fini par se dire, ouais, ben on va bien voir où ça nous mène. Et puis on a réalisé en fait que même si on leur proposait pas des choses, en fait la complexification se faisait dans leur tête. Par exemple, au bout de quelques semaines, on avait un peu les mêmes rythmes. Donc on se dit, tiens, ça fait longtemps que je l'ai pas fait dessiner. Puis ma copine, elle me dit, ah bah ouais, moi aussi, je suis inquiète. Ouais, elle va pas progresser. Bon, est-ce que ça a du sens? Je sais pas. Et puis quelques jours après, spontanément, les deux nous font un dessin hyper complexe, vachement plus que ce qu'ils faisaient des semaines avant. Et là, on s'est dit, ah ouais, d'accord. Ah bah d'accord. Bon ben non, on n'avait rien à faire. En fait, ils se sont imbibés du truc, ils se sont imbibés du monde autour d'eux et ils ont développé ça, quoi. C'est spectaculaire. Moi, je peux vous témoigner aussi d'un mon fils, par exemple. Donc, il a 7 ans et l'apprentissage de la lecture, c'était vraiment pas son truc. Parce qu'il y a quand même des apprentissages pour certains enfants, voilà, bon, spontanément, ça ne vient pas. Parce que voilà, la lecture, ça demande quand même une certaine rigueur et c'est là vraiment quand on l'enseigne qu'on se dit mais pourquoi c'est si compliqué? C'est horrible. Et donc lui ne voulait pas apprendre à lire. Donc moi, bon, je suis à l'écoute, je me dis ouais, il n'est pas prêt. Bon bah voilà, il apprendra avec le temps. Mais en fait, j'ai réalisé que bien sûr, il n'avait pas envie d'apprendre à lire parce qu'il avait développé des capacités qui lui permettaient de s'en passer. Par exemple, il voulait communiquer avec sa mamie, il prenait mon téléphone portable, il lui parlait en smiley. Mais je plaisante pas, il faisait des grandes discussions en enchaînant les petits smileys qu'il faut, machin et tout. Puis, nouvelle mise à jour du portable, il a vu qu'il pouvait envoyer des messages vocaux. Mais il l'a découvert tout seul, hein. C'est absolument pas moi qui lui ai montré tout ça. Et pareil, pour se trouver des vidéos, parce que nous, on ne regarde pas la télé, mais ils ont accès à YouTube, voilà, ils peuvent regarder des vidéos. Et pour chercher ces vidéos, je me suis dit, ah, chouette, il va devoir entrer les noms des choses qu'il veut regarder, il va faire de la lecture. Bah, pas du tout, il y avait aussi une reconnaissance vocale. Donc, je lui ai pas dit, je voulais pas lui dire, il a tout de suite compris, il y avait une reconnaissance vocale, il se cherchait ces choses. Et lui, ce qu'il regarde, c'est pas des dessins animés. Parce que, ouais, mais on fera le thème des jeux vidéo une fois, mais moi, il est absolument fan de jeux vidéo comme son père. Et donc, c'est ce qu'il regarde à la télé, sur YouTube, ce sont des gens qui jouent aux jeux vidéo. Donc, en fait, quand il joue à ces jeux vidéo sur sa console, il ne sait pas lire, donc il ne peut pas avancer dans l'histoire, mais il n'est pas bête. Il va regarder des vidéos de gens qui jouent, et les gens qui jouent lui expliquent l'histoire, ils lui montrent où est-ce qu'il y a des cachettes, ils lui montrent ceci, cela. À la fin, mon fils, il fait tout. Voilà, à 6 ans, il savait déjà par cœur tous ces jeux vidéo sans même savoir lire. Voilà, c'est pour vous dire que les enfants, ils ont de la ressource quand même. C'est clair. Donc voilà. Et après, pour la lecture, j'ai été obligée de lui dire écoute, ouais, mais à un moment, il faudra quand même que tu t'y penches parce que tu te rends pas compte, ça va t'ouvrir des portes et tout. Donc on a fini par trouver un accord. On se fait 15 minutes de lecture chaque jour, un petit peu structuré. Et puis après, j'entends des enfants derrière. Ouais, c'est bien. Mais moi, dans l'expérience que je voulais partager d'apprentissage spontané, c'est pas par rapport à l'école, mais ça a été mon fils justement là qui va avoir 7 ans et qui lui, je peux pas le mettre devant des cours par correspondance, c'est pas possible. J'ai vu tout de suite que ça collait pas. Et cet été, en fait, il m'a prouvé, oui, il a appris à nager tout seul. Et je te dis pas la stupéfaction quand j'ai vu mon fils sauter dans la Charente avec une corde, il revient, maman, je nage. Voilà, je l'ai regardé, je me suis dit comment ça se fait. Parce qu'en fait, mes autres enfants, si tu veux, tous, ils avaient eu au moins un petit peu des cours de natation. Et là, lui, j'ai pas eu besoin. Et ça, c'était en fin d'été. Et toutes les semaines, nous, on va à la piscine. Donc en septembre, on est allé à la piscine. Et là, je l'ai observé. Et là, c'était pour moi une révélation. Et j'ai compris. J'ai vraiment compris que j'avais vraiment pas à leur apprendre que ça se faisait tout seul. Si j'étais capable de faire confiance à mon enfant, en fait. Et je me suis mis au fond de la piscine. Et puis là, c'était la première fois qu'on était à la piscine. Il était un peu stressé. Au début, il voulait les brassards. Puis après, il me dit, je lui dis, mais si je t'accompagne à côté en nageant, il me fait OK, il quitte ses brassards, il a fait la longueur, il est allé au 2,50 m. Et là, j'ai bien vu qu'il y arrivait. Et là, il est monté sur un podium, oui, c'est ça, un podium. Et il a sauté à 2,50 m et puis il rejoignait le bord. Et là, je me suis écartée, je suis allée à l'autre bout de la piscine et j'ai observé mon enfant. Je t'avoue qu'au début, j'avais quand même un peu de crainte parce que je me disais, c'est pas normal, il n'a pas pris de cours de natation, il ne peut pas savoir nager.
Et je lui ai jamais pris le temps de lui montrer comment faire, quoi. C'est lui, il a observé les autres, voilà. Et j'étais au bout de la piscine, on était avec le maître nageur, et je l'observais. Et là, pour moi, ça a été une révélation. Je me suis dit, mais c'est clair, quelle démonstration il me fait. Il est un apprenti autonome, c'est clair, il vient de me le montrer. Alors après, bah, tu vois, en tout ce que tu parles d'écriture et tout ça, c'est vrai que je pense que c'est peut-être nos inquiétudes ou la pression, effectivement, de l'éducation nationale. Mais pour moi, ça a été une révélation. Ouais, il n'y a pas besoin de leur soyons juste qui on est. Et puis, bah, l'enfant, il apprend tout seul, quoi. Et là, ça a été voilà, quelque chose de très fort pour moi. Il me l'a démontré, quoi. Ah ouais, j'ai exactement la même expérience que toi cet été. Pareil. Pareil. Et puis après, je te saute du podium et tout. Puis moi, j'étais juste spectatrice. Aucun enseignement. Et en une semaine, c'était réglé. Il plongeait, il allait chercher des trucs en profondeur pour aller les récupérer. Enfin, c'est scotchant. C'est vrai que c'est scotchant. Et là, il y avait tout le monde autour de moi. J'en ai bien rajouté une couche. Vous avez vu? Il apprend dans le plaisir. Moi, ça me donne envie de dire, du coup, je profite de vos super exemples pour mettre de la théorie derrière. C'est que c'est la preuve qu'en fait, ce qui a été observé depuis des années de façon empirique, c'est-à-dire que quand les processus neuronaux, c'est-à-dire les autoroutes neuronales sont prêtes, l'acquisition arrive de façon quasi spontanée. C'est-à-dire que même l'apprentissage, l'idée d'apprentissage de j'apprends d'abord ça, puis ça, puis ça pour arriver à ça, c'est pas naturel. Par exemple, pour la lecture, si vraiment on était débarrassé de cette inquiétude institutionnelle qui sache lire avant que tout le monde lui saute dessus parce qu'il sait pas lire. Dont les inspecteurs. Voilà. Eh bien, on pourrait observer, et il y a récemment une instite m'a témoigné de ça, puisque c'est une instite qui ne scolarise pas ses enfants et qui suit des personnes comme Jean-Pierre Lepris ou quoi, qui sont assez radicales sur la question. Eh bien, je vais parler de son témoignage. Elle était avec l'école de CP, la classe de CP. Elle avait des difficultés à faire passer la lecture avec les méthodes qu'elle avait. Donc, elle a abandonné de vouloir les faire lire. Et donc, résultat des courses, la seule chose qu'elle continuait, c'est de lire un conte, mais sans leur demander de lecture. À partir du moment où elle a lâché, dans les 3 mois qui ont suivi, la totalité des enfants de la classe lisaient. Et quand je dis lire, c'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux de lecture. Il y a le déchiffrage simple, il y a ce qui est le niveau 1. Le niveau 2, c'est la lecture où on arrive à comprendre grosso modo ce qu'on lit. Et le stade 3, c'est qu'on en comprend les nuances, on peut y mettre on ressent la tonalité qu'il y a derrière l'écriture et tout ça. Ils en étaient au stade 3. 3 mois plus tard, l'ensemble des enfants de la classe lisaient au stade 3 quand elle a lâché le fait de lecture. Et c'est donc du coup, si on laisse tranquille les neurones, pas l'enfant, les neurones, mais c'est donc l'enfant, eh bien tout viendra à temps et si besoin. Comme dit Marion avec la stratégie de son fils. Tant qu'il n'en ressentira pas la nécessité, il n'y a pas de raison. Par contre, le jour où, je sais pas, je dis une bêtise, mais c'est un petit garçon, t'as dit. Ouais. Admettons que vraiment il fait de la résistance sur la lecture jusqu'à 15 ans et qu'il tombe sur une ravissante fille qui adore les livres, le lendemain il sait lire. Et il sait même mettre les mots sans aucun problème. Non mais tu sais que ce qui a été déclencheur pour qui commence à vouloir travailler avec moi, c'est sa petite sœur qui a 4 ans qui a commencé à déchiffrer des trucs parce qu'elle. Ah oui, il y a aussi la compétition. C'est pas fait exprès, hein. Oui, mais bon, quand même, la petite sœur, il faut pas abuser, quoi. C'est vrai que c'est assez hallucinant parce que chez moi, c'est pareil. Mon autre fils a 4 ans aussi et lui est bien plus intéressé par les lettres que Mathieu. J'ai trouvé, tu vois, j'ai téléchargé des jeux et tout ça, la dictée Montessori, un truc comme ça. Alors le petit, il s'amuse, il adore ça. Et en fait, Mathieu, lui, non. C'est pas encore son truc et c'est assez marrant de voir ça, du coup, l'intérêt des enfants. Je me dis, bon, bah, c'est de les accompagner. C'est vrai que, voilà, s'il n'y avait pas ces inspecteurs, ça serait super chouette, en fait. Justement, par rapport aux inspecteurs, je trouve que c'est intéressant. L'inspecteur réel,
c'est-à-dire le vrai inspecteur qui vient une fois par an, et l'inspecteur fictif, c'est-à-dire l'idée qu'on se fait de l'inspecteur. Eh bien, si on n'est pas à l'aise avec ces inspecteurs, il n'y a pas il y a aucun souci de dire de poser à l'enfant, voilà, bon, moi, je suis super content ou contente que tu fasses en autonomie libre quasiment tous ces domaines, mais celui-là, j'aimerais qu'on pose un contrat ensemble. C'est pas pour toi, c'est moi, je suis super inquiète et je peux pas la dépasser cette inquiétude. Donc est-ce qu'on peut le dealer à deux? Et c'est ça aussi vivre ensemble, parce que vivre ensemble, c'est aussi des compromis. C'est pas ben mes enfants ils font tout comme ils veulent et moi je suis en vrac derrière parce que le pire des cas c'est ils m'ordonnent, ils me hurlent dessus et quand je veux partir à 9 heures, je pars à 11 heures parce qu'il a décidé de se rouler au lieu de se par terre ou quoi. Il y a une vie quand même. Alors apprentissage libre et autonome, c'est libre. C'est pas n'importe quoi, c'est dans le sens de la liberté et la licence. C'est vraiment la liberté de pouvoir laisser les neurones se développer, la liberté que, si on parle en spiritualité, d'être avec sa propre connexion. C'est pas subir ce que vit l'enfant parce que j'ai compris qu'il fallait que le laisser faire comme il veut. Et c'est pas comme il veut en fait. C'est pas tout à fait. Il y a une subtilité souvent qui est pas comprise là-dedans. Surtout dans le monde des Unsko. On se retrouve avec des enfants, ils sont gentils les parents, mais quand les enfants viennent, on peut rien faire quoi en fait, parce qu'il y a pas de, c'est pas possible. Oui, il y a pas c'est marrant ce que tu dis parce que justement, moi j'étais beaucoup en conflit avec ça entre laisser justement, tu vois, Mathieu libre de faire ce qu'il veut et en même temps, je sentais que d'un autre côté, je me disais, il y avait toujours c'est quand même, oui, mais bon, je vais avoir une inspection, comment je vais amener ça enfin, et du coup, à un moment donné, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est pas. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils me disent, bah, c'est bien ton truc, donc tu dis jamais non à tes enfants. Bah, je dis, bah, si, il y a quand même un cadre. Et là, en fait, c'est vrai que j'ai senti le besoin, c'est pour ça que tout à l'heure, ce que je disais, d'être à l'écoute de soi-même, c'est ça, parce qu'il n'y a pas de vérité absolue, finalement, en matière d'éducation. Enfin, chacun fait avec ce qu'il ressent à l'intérieur de lui-même. Et là, moi, j'ai senti que j'avais besoin de mettre un cadre. C'est-à-dire que le matin, comme je lui dis, c'est voilà, on va se poser, c'est comme tu veux. Bon, et voilà, je vais nourrir mon cerveau avec. On va choisir les façons, mais parce que voilà, au bout, on sait qu'il y a quand même un inspecteur qui va venir. Du coup, il l'a vu aussi pour ses sœurs, puisqu'il y a l'inspecteur qui est venu, comme son niveau collège, c'est pas le même. Il a bien compris que c'était ça. On lui a bien expliqué quand même que l'inspecteur pouvait, en fait, si lui décidait de le remettre à l'école, enfin voilà, on lui a bien expliqué l'enjeu des choses. Et que voilà, moi j'avais besoin le matin de prendre un temps. Qu'après, il avait toute la journée où il pouvait être libre, mais le matin, moi j'avais besoin de ce temps et qu'on essayait de se poser. Avec ça. Donc voilà, on essaye de jongler avec ça. Et comme tu dis, c'est vrai que c'est vraiment important ce que tu soulignes. C'est parce que c'est pas non plus laisser tout faire aussi. Ouais, c'est ça, c'est avoir un cadre. Et puis finalement, bah, nous, regarde, on fonctionne un peu pareil. Parce que, en fait, il va y avoir des sujets sur lesquels on va être vachement plus confiants, nous, en tant que parents, pour se dire, ouais, ça, c'est acquis, ça va être très simple pour lui de le développer au travers du jeu et tout. Puis il y en a d'autres, comme la lecture pour moi, où tu stresses un petit peu, tu te dis, bon, voilà, l'inspecteur, ceci, cela, est-ce qu'il va se sentir bien avec les autres copains s'il ne sait pas lire? Alors que lui, il le vit bien, hein, mais bon, c'est nous, on se fait des histoires. Et alors nous, ben, pareil que toi, finalement, on a fait un petit programme, on a une feuille où il y a un petit rond avec les maths, un petit rond avec la lecture. Et on doit faire 15 minutes, on coche quand on les a fait, on fait 15 minutes de chaque, mais il décide quand il veut les faire dans la journée. Et après, il a un réconfort. C'est vraiment, parce que c'est un truc qui est vraiment pénible pour lui, donc il a un réconfort après, ce qui me semble normal en même temps. Un pic de stress, bon, bah, un pic de réconfort. Un pic de déstress. Donc voilà, et alors qu'il y a plein de thèmes pour lesquels ça va être pas du tout le cas. Donc faut vraiment s'écouter, pas se dire il faut que je fasse entièrement comme ci, entièrement comme ça. Bon, ben non, c'est pas. Moi, j'avais un petit livre de maths pour Mathieu. Enfin, c'est des exercices CP, je sais plus, c'est la méthode. Moi, je me souviens plus du nom, bref. Et en fait, je voyais. Singapour, ouais, c'est ça. Et il avait du mal à. Et en fait, je me suis tapé le délire, on a pris un jeu. On s'est dit, tiens, parce qu'il voulait jouer à un jeu à l'ordinateur, je me suis dit, ben, si elle est avant, on se fait un jeu, le hasard. Et en fait, on prend le livre maintenant, mais au hasard. Si tu veux. Et lui, ça l'amuse vraiment. Et bon.
Et du coup, je me suis rendu compte, on était rendu presque à la fin du livre, il a pris un truc, et puis finalement, bah, et ben là, tu mets quoi? Bah, c'est un plus, là, tu mets quoi? Bah, c'est un moins, et je me suis dit, bah mince, tu vois. Mais du coup, il y a un côté jeu, je me dis, bah, j'aurais quelque chose après, on pourra présenter ça à l'inspecteur, tu vois, t'as fait ça. Et du coup, il y a le côté où je vous tiens, c'est le hasard, la roue du hasard. Quelle page aujourd'hui? Et ça, c'est assez marrant, en fait. Ah, c'est C'était vrai. lui tout seul, tu vois. Ah, c'est sympa comme technique. Moi, nous, on fait, il choisit le support parce qu'on a plein de supports différents. C'est vrai que, bon, par exemple, on a les petits cubes style Montessori. On a même sur l'iPad, il y a des jeux de maths qui sont bien faits. Il y a vraiment des belles choses. Pareil, on a la méthode Singapour aussi qu'on fait, mais des fois, il n'a pas du tout envie, donc il faut autre chose. On a aussi Osmo, je ne sais pas si vous connaissez. Si vous Ah non, je ne connais pas. bah, c'est en lien. En fait, c'est un truc qui est sympa, c'est en lien avec la tablette, mais je vais avancer sur le truc des jeux vidéo. Hein. Mais en fait, tu as ta tablette, tu as un petit miroir dessus, et tu as des pièces de mathématiques en dessous. Et en fait, quand tu fais les bonnes additions, ça valide sur l'écran. Donc en fait, c'est à la fois tactile, et puis tu as un support. Bah, du coup, c'est intéressant. Voilà, pour les enfants qui aiment bien jouer à l'iPad et qui ont du mal à en sortir, ça fait le lien entre matériel et pas matériel, et virtuel. Ça me fait rebondir ce que vous dites, ça me fait rebondir avec aussi les quelques questions au cœur de la vie. Je vais prendre entre guillemets ma casquette de ludologue aussi. C'est-à-dire que les objets de jeu, donc les jouets, c'est-à-dire les formes de jeu, mais même jeux virtuels, tout est ok, même les jeux de compétition, c'est tant qu'on est dans le jeu en fait. Parce que souvent on dit pas les jeux de compétition, c'est pas bien. Mais j'ai un ami ludologue, j'étais allé le questionner par rapport aux jeux coopératifs. J'ai dit c'est quoi l'envers du décor du jeu coopératif? Parce que je sais que lui, il fouille tous les jeux jusqu'au bout. Il me dit l'envers du décor du jeu coopératif, c'est que pour un enfant ou un adulte, pour un joueur qui ne joue que en jeu coopératif, il apprend l'art et la manière de manipuler un groupe pour pouvoir arriver à ses fins et que tout le groupe ait l'impression d'avoir eu le choix d'avancer en fait. Parce Comme que quoi, la réponse c'est l'équilibre, hein. C'est pas il faut être contre la compétition, contre le machin. C'est le bon dosage. Il y a besoin de compétition. Après, le problème dans lequel on est aujourd'hui, c'est que tout vise vers la compétition et la réussite. Donc il y a un gros déséquilibre. Mais au juste dosé, on a besoin, comme je vais prendre les exemples qui ont été dits là, quand Marion dit que son garçon voit sa sœur lire les lettres, il se met en compétition parce que c'est la petite et que quand même il peut pas être plus nul que la petite. Alors du coup, il va apprendre des trucs et finalement là la compétition non dictée qui est venue spontanée a permis à l'enfant de se surpasser. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Tout à dose équilibrée, compétition, coopération, jeu de stratégie, jeu de hasard, jeu d'exercice, jeu sportif, qu'importe tous les jeux, toutes les gammes de jeux, elles viennent toucher une habilité et permettre d'expérimenter une habilité qui existe à l'intérieur de nous en fait. Voilà, et ça peut être intéressant pour la construction de la personnalité aussi, c'est assez valorisant là, le côté compétitif. Si tu gagnes, après il faut aussi savoir perdre et puis voilà, savoir interagir avec les autres, savoir réagir, ça peut être aussi très cool. Je trouve que oui, les jeux de société justement où justement c'est apprendre l'enfant aussi souvent quand ils sont petits, tu sais, ils n'aiment pas perdre et oui, mais ça fait partie aussi de la vie, de l'expérience. On va mettre des fois des choses en place et puis on va pas forcément réussir et puis c'est aussi ok et c'est en jouant comme ça qu'ils peuvent l'apprendre. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment important quoi. Et ce que disait, je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Mathieu par rapport à la compétitivité. Et je me souviens de ma fille qui avait 22 mois quand sa petite sœur est née et mon mari est venu me voir à la maternité et la petite n'avait pas de couche alors qu'elle n'était pas propre à 22 mois. Je lui dis mais et il me dit je lui ai demandé tu veux une couche ou une culotte. Elle m'a dit une culotte. Et 2 jours là elle a été propre. C'était incroyable quoi. Tu vois, c'était vraiment effectivement attends il y a un bébé qui est arrivé, je suis plus le bébé et d'elle-même ça a été fini, elle n'a plus porté de couche. C'est bon, ok. Il n'y a pas eu besoin de l'apprendre à être propre. Non, ça s'est fait tout seul. Bien sûr.
ma mère est institutrice et elle me dit souvent que ce qu'elle trouve de bien quand même dans le groupe, parce qu'elle est à fond aussi, elle nous a fait un peu l'école à la maison, donc elle comprend très bien le principe, mais elle dit ce qui est bien dans le groupe, c'est que parfois tu réalises qu'ils s'encouragent vachement les uns les autres, parce que par exemple quand ils sont tous en train de dessiner ensemble, ben, ils comparent, ça leur donne des idées, ça leur donne envie d'explorer plus profondément leur dessin, etc. Donc voilà, il y a du bien à prendre dans tous ces paramètres-là. Je sais pas ce que vous avez dit parce que j'ai dû aller voir ma fille, mais j'entends le groupe et justement l'autre jour, comme j'intervenais devant des directeurs de centres aérés, ils m'ont dit le jeu collectif et ce que tu dis là, ça, exactement ce qui se passe là maintenant, c'est-à-dire on pourrait chacun individuellement ouvrir une chaîne et faire notre truc seul, mais à trois il y a une émulation. Ouais. Et les cellules, en fait, elles ont l'habitude de fonctionner à plusieurs. Il a été démontré, alors c'est surtout dans le milieu des managements et du business, mais toutefois c'est la même chose. Si on réunit plusieurs cerveaux sur un même sujet, ce n'est pas par exemple 4 cerveaux, c'est pas 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est pas même c'est pas fois 4, c'est exponentiel. Donc effectivement, les enfants en groupe, il va y avoir émulation et ils vont permettre de se challenger, mais de façon positive. Par contre, c'est hyper important qu'ils puissent retrouver des moments de solitude, parce que pour que ça rentre en profondeur, c'est seulement l'acquisition, l'expérimentation seule qui vient faire reposer tout. Je l'ai beaucoup vu quand je donnais des cours de méditation. Tous les gens qui disaient oh c'est mieux, moi je le fais que en collectif, c'est mieux, n'arrivaient pas à méditer seul. Par contre, s'ils mélangeaient méditation seul chez eux, 5 minutes chez eux et qui revenaient une fois par semaine faire de la méditation collective, l'alliance des deux était nourrissante autant pour eux que pour le groupe. C'est-à-dire que moi, en tant que prof de méditation, je sentais ceux qui méditaient chez eux, comme quoi ça portait globalement tout le groupe. Donc ça c'est vraiment, c'est un peu comme le groupe et la solitude, c'est la même alternance que l'état de sommeil et l'état de veille, c'est-à-dire on peut pas être constamment réveillé et constamment endormi, on peut pas être constamment en groupe et constamment seul. Ouais, ce que tu dis, ça me fait penser que d'ailleurs, même quand nous, on est en groupe avec plusieurs copines et leurs enfants, il y a des moments où ils vont jouer tous ensemble, mais il y a des moments où chacun va être dans son coin, ou alors un groupe de 2, puis un autre qui est complètement dans son petit monde, ceci. Et c'est vrai que du coup, tu te dis, ouais, là, tu sens vraiment qu'ils sont à l'écoute de leur intériorité, donc ça doit être très constructif. T'allais dire quelque chose, non, Marie-Agnès, je t'ai coupé. Non, je ne sais plus. Je vais prendre un message de Marina Bruno. Coucou Marina. Bonjour, je vous remercie pour votre présence tous les trois. C'est un sujet qui me tient très à cœur. J'ai été très touchée de ce dont vous avez témoigné à propos de votre fils, car j'ai moi-même ce handicap et à l'école, c'était un calvaire. Ouais. Par rapport au fils de Marie-Agnès. Ouais, de Marie-Agnès. Et oui, elle a dit que c'était un calvaire. Et en plus, la connaissant, elle a fait aussi l'école à la maison pendant des années. Et c'est au moment où elle a été obligée d'être reprojetée au collège où là, ça a été vraiment hyper compliqué pour elle. Toi, ton fils, ça lui aurait dit d'aller faire une année de collège ou une année de... Non, pas du tout. Il a commencé au lycée. Mais il nous a fait des trucs très chaotiques parce qu'il a commencé au lycée, il a voulu partir carrément directement en pension, tu vois. Donc il a tenu 15 jours. Il est revenu, il est allé dans un autre lycée en seconde générale. Et puis en fait, ça n'allait pas du tout. Donc il est revenu à la maison avec des petits supports de cours. Après, l'année d'après, puisqu'il voulait être dans le sport, il a commencé un bac pro. En fait, il a fait 6 mois. Donc il y avait des très bons résultats. Et ce que tu disais tout à l'heure, moi ça a été un vrai cadeau, c'est parce qu'on a eu des rapports au niveau avec le directeur qui disait que
vraiment sur le plan humain, quoi. C'était un humain qui a été capable de vraiment s'intégrer dans la collectivité, respecter les autres. Enfin, c'était l'artisan de fer, c'était essentiellement des classes de filles. Donc ça, c'était vraiment chouette. Pour moi, ça a été en fait la victoire, parce que le fait de l'avoir eu à la maison, et malgré son handicap, on a travaillé sur la confiance en lui, puisqu'il avait quand même été beaucoup détruit à la base, puisqu'on ne savait pas ce qu'il avait au début. Donc il y a eu tout ça qui s'est passé et qu'il a été capable justement, après l'école à la maison, comment ça se passe quand je vais à l'extérieur et quand je suis en groupe, il s'est super bien adapté, quoi. Et après, il a choisi encore d'arrêter parce qu'il sentait que c'était plus ça, que ça l'animait pas. Et on s'est beaucoup posé de questions avec mon mari. Et moi, je me suis dit, moi, si je me mets à sa place, moi, est-ce que j'aurais envie tous les jours d'aller quelque part où vraiment je m'ennuie, c'est pas ça. Et du coup, on a choisi de laisser, de prendre ses responsabilités, et il a fait aussi un retour en arrière. Et puis là, maintenant, ça c'est sûr, il va partir en formation au CREPS pour passer un BP, je ne sais plus quoi, d'entraîneur, d'éducateur sportif, quoi. Et là, vraiment, il a trouvé son. Tu vois, il avait pas, en fait, il avait pas vraiment, il n'était pas encore sûr de ce qu'il voulait faire. Là, maintenant, c'est vraiment, c'est sûr. Puis c'est chouette parce que c'est vraiment sûr en lui. On est allé samedi dernier au CREPS et il me disait, voilà, je sens ça vibre en moi, c'est super. Et là, ce qui est chouette, c'est que la vie lui offre tous les cadeaux, tout est en train de se déployer pour lui, en fait. Tu vois, il y a le club qui va le prendre, enfin, tout lui est offert. Et voilà, quoi. Et je me dis, waouh, c'est chouette. et puis son handicap, pour moi, voilà, c'en est pas vraiment un parce que c'est. Son handicap pour nous, au niveau de notre famille, c'est ce qui nous a permis de voir ce qui était important dans la vie et de remettre l'école au bon endroit, enfin, l'instruction. Et aujourd'hui, il a vraiment pas de handicap, enfin, tu verrais, il est super bien dans ses baskets. Et là, justement, j'avais son entraîneur hier qui me disait, voilà, il a la fibre, je le vois, parce qu'il entraîne déjà des enfants, des jeunes. Et il me disait, il a vraiment un rapport avec les enfants, il est vraiment chouette. Enfin, tu vois, il a ses qualités humaines, c'est un humain. Et moi, je me suis dit, chouette, je l'ai amené dans ce chemin d'humain. Et c'est pour moi ce qui est le plus important, tu vois. C'est pas des super nattes, c'est pas un bac, c'est pas. Non, c'est qu'il soit humain et qu'il soit capable d'être avec les autres. Et donc, au travers de sa passion qui est le basket, et là, c'est en train de se mettre en place, ça va se réaliser. Ça nous a demandé, cela étant, beaucoup de confiance avec mon mari et beaucoup de travail sur nous-mêmes. Tu lui as permis de se révéler à lui-même. C'est ça qui est beau. Ce que l'école aurait entravé, étant donné son handicap, étant donné, même chez beaucoup d'enfants, je pense que ça le fait avec ou sans handicap. Donc, c'est. Ouais. Je vais prendre un message de Au cœur de la vie qui dit « J'aimerais créer ou travailler dans une structure qui me permettrait d'accompagner et d'accueillir des enfants en apprentissage libre. Connaissez-vous des structures qui fonctionnent ainsi? De quel matériel ai-je besoin ?» Mathieu, je crois que tu avais des choses à dire, non? Parce que c'est un peu ton domaine. Oui, mais Au cœur de la vie, apparemment, elle est animatrice, elle le dit plusieurs fois, donc je l'invite à me recontacter si elle veut des choses très spécifiques liées à ça. Mais déjà, des structures, vous aviez l'air d'en connaître, moi j'en connais pas forcément. Par contre, je sais que quand j'allais sur un centre aéré en tant que directeur ou quoi, j'appliquais les méthodes auxquelles je crois et ça donnait de très bons résultats en fait. Après, c'est une histoire de rhétorique avec les supérieurs hiérarchiques, puisqu'ils demandent toujours des projets pédagogiques. C'est l'art et la manière de dire les choses après. Et pour le matériel, justement, moi, c'est l'animation qui m'a amené à me poser la question de l'apprentissage libre et autonome, parce que je me suis retrouvé souvent animateur dans des assos sans sous et donc avec pas de matériel pour un mois avec des gamins et on vivait des choses merveilleuses sans matériel. Bon, alors après, c'était souvent des colonies avec accès à la nature, mais j'ai vécu dans des structures en zone difficile, dans zone HLM, avec public difficile et tout, pas de matériel aussi. L'environnement, c'était aller visiter les immeubles, la nature, c'était découvrir les cafards, les rats, parce que c'est la nature, c'est des animaux, et pour moi, j'avais pas envie qu'on considère ça comme hors nature. C'est la nature, c'est pas 2 heures de bus pour aller dans une forêt qui reverront pas s'il n'y a pas une institution CAF ou quoi qui leur paye le truc. La nature, c'est aussi celle qui vit sous notre plancher ou dans notre maison, etc.
Donc le matériel, j'ai tendance à dire, avant le matériel, c'est quel état d'esprit. Après le matériel, ce sont les outils. Avec les mêmes outils, on peut faire une planche ou une magnifique statue en bois. Et puis après, est-ce qu'on a besoin de cette statue ou de la planche? Et ça aussi, il y a à se poser comme question. Mais moi, je déplore beaucoup un truc, c'est tout le monde se jette sur les ateliers Montessori, mais avec le même état d'esprit que le système scolaire qu'on nous a appris. Oui. J'admire beaucoup Madame Montessori, qui en plus a eu une très longue correspondance avec Gandhi, qui a été mon premier fan quand j'étais petit. Mais les outils qu'elle a développés, c'est d'abord elle a eu une observation sur ce dont on est en train de partager, c'est cette aptitude spontanée et naturelle d'apprendre les choses, hein. Et pour qu'elle soit spontanée et naturelle, c'est d'apprendre les choses en réalité, c'est-à-dire confrontée avec de la vraie matière, pas tiens, voici un arbre, un dessin qui ressemble à rien du tout et qu'on appelle ça un arbre, et en plus on va le colorier bleu et fluo, comme si qu'on avait trouvé des arbres avec un tronc fluo et des feuilles bleues dans la nature. Je dis ça par rapport aux petits livres d'enfants où on voit des éléphants roses, où je dis après, je me dis, ma fille, si le jour où elle va voir un vrai éléphant, elle va chercher un éléphant rose. C'est, donc Ouais. du matériel, il n'y en a pas besoin en fait. On est très équipé tout seul là avec ça. Et puis la vie, on en trouve à Emmaüs du matériel. Ouais, exactement. Je partage vraiment beaucoup ton avis par rapport à ce fait de se jeter sur le matériel, que ce soit Montessori ou autre. En fait, quelque part, c'est un peu pour se rassurer et pour essayer de rendre ce qui était chiant, soyons francs, à l'école un peu plus ludique, alors qu'en fait, on peut aller plus loin encore. On peut aller vraiment dans l'écoute de la personne, dans le jeu, dans l'instant, il y a quelque chose de beaucoup plus subtil qui va largement au-delà du matériel. Il faut penser aussi que Maria Montessori, elle faisait ça à son époque, dans un cadre qui était extrêmement particulier. C'était un milieu défavorisé où les enfants étaient vraiment en difficulté. Si vous regardez bien les matériaux qu'elle fait, moi, j'étais un peu fan de ça au début, avant d'avoir des enfants. En fait, elle reproduit des choses de la vie réelle de façon artificielle. Ce qui fait que, d'accord, ça peut être hyper marrant, hyper ludique 5 minutes, mais il y a la même chose chez vous. Il y a exactement, vous n'êtes pas obligé de faire un petit plateau avec marqué et détaillé ces choses-là. L'enfant, par exemple, un petit plateau pour apprendre à se brosser les dents. Bon, alors, il y a le côté rituel, ça peut être rigolo, etc. Mais ce que je veux dire, c'est juste que toutes ces choses-là s'inscrivent dans la vie réelle, dans la vie naturelle, dans l'expérience, dans la nature, dans la richesse qu'on va avoir dans le lien avec les enfants et la façon dont on va leur montrer la vie, dans la façon dont on va leur montrer comment nous, on interagit avec le monde. Et finalement, on n'a pas besoin de tous ces matériels hors de prix. Et voilà, c'est artificiel encore. On peut aller au-delà. Ah yes. Il y a plein de questions qui déboulent. Oui. Excuse-moi Mathieu, je voulais juste répondre à la question par rapport au cœur de la vie. J'ai trouvé des super infos au niveau sur Paris. Il y a une structure qui s'appelle l'école dynamique.org où il y a vraiment plein de partages. Ils vivent vraiment cet apprentissage autonome. Et il y a aussi un autre site qui s'appelle École autonome Belgique. C'est pareil, on peut trouver plein d'infos, comment faire, est-ce que l'accompagnant doit intervenir ou pas. Il y a plein de témoignages, c'est vraiment des blogs très intéressants. Voilà. Merci beaucoup. Tu avais repéré une question, Mathieu, pendant que... Il y a plusieurs questions qui sont en train de débouler. Il y a Isabelle, je pense à celui des enfants uniques. Alors ça, c'est Isabelle là. Coucou Isabelle, on la connaît. Isabelle qui parle des enfants uniques? Oui, c'est Isabelle. Mais oui, elle a un fils. Donc, attends, je ne peux pas. Non, Brigitte, attends, mais on va reprendre aussi celle d'Isabelle. C'est Brigitte, parce qu'Isabelle, je ne crois pas qu'elle pose une question, justement, parce qu'elle propose des solutions, justement. Il y a Brigitte, par contre, qui pose la question de l'enfant unique. Nous, on pensait qu'on aurait un enfant unique, il se trouve qu'on vient d'avoir un deuxième enfant, mais l'enfant,
il se compare, puisqu'on parle de comparaison là, d'abord avec ses parents, et l'histoire de la hiérarchie d'âge, c'est encore quelque chose d'institutionnel. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, je trouve qu'en fait, c'est vrai, et j'entends et je comprends qu'on ait peur au départ. Par contre, c'est incroyable comme la vie, elle les amène, les situations avec des enfants. On rencontre une famille qui fait la même chose, ou on rencontre où les gens sont au courant, ils profitent. Ah ben mon enfant, il peut pas aller à l'école. Est-ce que vous pouvez le prendre la journée parce que moi je dois travailler. Je prends l'exemple qu'on a vécu, mais je trouve que derrière l'apprentissage autonome et libre, il y a quelque chose qui est d'avoir confiance en la vie en fait. Et je le répète, ça paraît naïf parce que il y a aucune technique, aucun support. Mais waouh, c'est vraiment la vie, elle organise bien mieux que notre petit cerveau qui paramètre de 1 millième du champ des possibles, quoi. Et 1 millième, je suis gentil. Et en fait, on se lance dans les apprentissages autonomes ou même l'instruction en famille, qu'on ait du support ou pas. Moi, l'image qui m'était venue au début, c'était comme un saut, tu sais, un grand saut dans le vide sans parachute. Waouh! Et là, c'est là où effectivement, je te rejoins, c'est cette confiance absolue dans la vie, en fait, et on pense qu'on doit maîtriser les choses, mais non, non, allons-y, jetons dedans et ayons confiance, en fait. Exactement, et la confiance, elle se fait souvent au fil du temps, parce qu'au début, on est inquiet, et puis on laisse venir, et on voit que ça vient, et là, du coup, on se dit, ah ouais, bah oui, bah c'est bon, ça encourage à continuer dans cette branche. Et là la question, c'était, en fait, comment ça se passe pour les enfants qui n'ont pas de frères et sœurs, par rapport au fait de se mettre en comparaison, mais ils ont des copains. Enfin, il y a toujours les voisins qui viennent frapper à la porte, à la fenêtre, en fait, d'ailleurs, pour être précis. Ils passent par la fenêtre, moi, les voisins. Et voilà, moi, faut pas trop se. Puis tu parlais des classes d'âge, c'est pareil. Moi, mon fils, son meilleur ami, il a 12 ans. Lui, il en a 7. Ben ouais. Et même s'il voit pas d'enfant, l'enfant, déjà rien que d'être avec ses parents, c'est cool si les parents sont là présents. Et puis quand le besoin arrive, la solution arrive vraiment. Ouais. Je sais pas comment le dire autrement, mais c'est un peu la vidéo de la sociabilisation la dernière fois. Et pour l'apprentissage proprement dit, il apprend à partir de son environnement. Donc à partir non pas de ce qu'il n'y a pas, mais à partir de ce qu'il y a. Et il y a toujours beaucoup plus qu'on le pense. Superbe. Ben oui. Bon. Et ben, je prends un message de Marina qui répond, qui avait posé la question tout à l'heure par rapport au handicap. Bien joué Mathieu et merci, j'adore votre vision qui rejoint la mienne. En marche vers une éducation pragmatique et réaliste pour que l'enfant puisse évoluer avec aisance dans son environnement, ce qui ne nous empêche pas de lui donner accès aux autres. D'ailleurs, en parlant de cette question maintenant, parce que j'ai pas dit grand-chose sur le handicap. D'ailleurs, moi, je suis un ancien 10. Ouais. Pardon? Non, mais elle a dû rebondir sur un autre truc que t'as dit. Oui, je suis un ancien classé 10, dyslexique. Et donc j'ai dû me dépatouiller pour me débarrasser de cette étiquette dite pathologique. Et du coup j'ai un avis sur cette question, deux avis d'ailleurs. Le premier, c'est qu'il y a, à part si vraiment il y a une pathologie grave, mais le 3/4 du temps on appelle pathologie juste une autre façon de fonctionner cérébralement. Et je pense que plus on va avancer vers les apprentissages libres et autonomes, et plus on verra qu'en fait, il y a autant de façons de fonctionner qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Et deuxièmement, effectivement, dans des éducations contrôlées, je parle pas forcément de l'école parce qu'on peut le faire en IEF, des éducations contrôlées, c'est-à-dire que on sait mieux que l'apprenti ce qu'il a besoin. Au niveau neuronal, c'est là qu'on, sans s'en rendre compte, on provoque des dysfonctionnements justement du neuronal. Alors c'est pas une information pour culpabiliser, c'est une information pour essayer de voir les choses autrement et lâcher le contrôle justement. Parce que pour les tenants de l'éducation type
unschooling, l'esprit de départ, c'est lâcher complètement l'idée de contrôle, lâcher l'acte éducatif dans le sens éducar, c'est-à-dire conduire vers, parce que on est doté spontanément de tout ce qu'il faut pour aller vers là où on doit aller. Et mieux encore, on est avec un programme bien défini qui se déroule au cours de la vie, en fait. On le sait tous, quand on se retourne, on dit finalement j'ai toujours pris cette direction parce qu'en fait elle a pris 1000 formes, mais moi je sais que je suis un truc dont je serais pas capable de définir, mais je sais que je suis un truc qui est moi. Souvent tout le monde dit ça, mais c'est bien ça. On est avec un programme très défini. En spiritualité, on appelle ça mission, qu'on peut pas définir, mais qui se déroule au fur et à mesure qu'on vit. Il n'y a pas besoin de, même pas nous-mêmes. Là, j'invite à l'éducation, à se déséduquer. J'en ai rien à faire de savoir ce que je dois faire, parce que de toute façon, je le fais. Même si je voulais pas, je le fais. En fait, le handicap n'existe pas, on est juste handicapé par rapport au moule qui est bien rigide, bien établi. Bien sûr. C'est ça. Enfin, pour moi, c'est évident que les 10, c'est pas. Enfin, c'est vrai que nous, on l'a fait reconnaître pour que le Ludovic puisse avoir un ordinateur quand il est rentré au lycée. Mais en fait, effectivement, pour moi, il est tout sauf handicapé. C'est assez hallucinant. Enfin, c'est la société qui dit qu'il est handicapé. Et c'est vrai que les 10, il y a eu une reconnaissance de 10. Et je me dis, bah oui, parce que le mode d'éducation qu'il y a ne correspond plus aux enfants d'aujourd'hui. Et comme ils ne rentrent pas dans le moule, on ne va pas changer le moule, mais on va leur coller une étiquette. Et qui, pour certaines familles ou certains enfants, bah c'est pas évident à vivre. Hein. Enfin, je trouve que voilà, ça peut être destructeur. Mais cela étant, voilà, même si on est passé, moi dans mon expérience, et ben, c'est vrai que Pierre Ludovic, ben, il est passé, on a essayé de rentrer dans le moule parce qu'il y avait, c'était voilà, l'expérience aussi, je pense qu'il avait à vivre, et que c'est pas irrémédiable en fait. C'est vraiment pas irrémédiable et justement suivre ce que la vie nous offre. Ben, nous, à un moment donné, c'était plus possible. Et ben, on a pris cette voie de l'instruction en famille et puis ben, c'est aussi ok en fait qu'il ait vécu ça. Ça fait partie de son expérience dans la vie. Et je vous assure aujourd'hui, ben voilà, il ne regrette pas du tout, et puis moi non plus, et puis voilà, c'était aussi juste ce qu'on avait envie, c'est cette confiance dans la vie en fait. Exactement, et ça me fait penser vraiment au fait qu'on est en train de construire des humains qui sont différents et que la société de demain, elle sera aussi différente et que si on a envie de changer peut-être un peu le monde ou de le voir évoluer, ben ça se passe vraiment dans l'enfance parce que les métiers que eux vont développer plus tard seront beaucoup plus dans l'humain. Il y aura vraiment un accès au travail passion, à la transmission de connaissances, à ce qu'on est soi. Ce sera beaucoup plus épanouissant. On sera plus épanoui dans notre travail. Ça, c'est clair. Et moi, lorsque j'ai eu ma dernière inspection pour mes filles au niveau collège, c'était vraiment chouette parce que bon, voilà, je voyais bien que l'inspecteur, il attendait ben voilà, c'est un inspecteur qui fait partie de l'éducation nationale, donc il a des attentes un petit peu de l'éducation nationale. Donc, on a réussi à l'emmener un petit peu où on voulait. Et à la fin, voilà, il a bien compris. Il a dit, il a trouvé ça drôlement chouette. Il a dit, moi, ce que j'aime, c'est vraiment vos valeurs humaines. Et je lui ai dit, mais voilà, mais moi, c'est ça. C'est avant tout ça. Et quand je lui disais, je prenais l'exemple de la rose, il a beaucoup aimé. Je lui ai dit, quand la rose, parce que mes filles, elles n'étaient pas forcément, on va dire, dans le niveau de la classe qu'elles devraient être, mais je lui dis, ben voilà, on les respecte vraiment, à prendre le temps, là, j'ai ma fille qui est en période d'adolescence, donc il y a tout un brassage hormonal, et je pense que c'est aussi à respecter, beaucoup de fatigue, et il n'y a pas de, bah, tu es en telle classe, tu dois savoir ça, non. Et ben, il l'a compris, et je lui prenais l'image de la rose, je lui dis, quand le bouton, là, si ta rose, elle est pas prête à éclore, t'as beau lui tirer dessus, tu vas la déchirer, elle va pas s'éclore. Et si tu laisses faire la vie, elle va s'éclore. Et ben cette image-là, il a été waouh, il a dit j'adore ça, c'est vraiment chouette. Et du coup, toutes les demandes qu'il me faisait, c'est un petit peu passé au travers parce qu'il a vu que cette essence-là, c'était chouette. Et je trouvais par rapport aux inspecteurs, bien sûr, c'est des inspecteurs qui viennent, voilà, parce qu'ils viennent d'une structure et c'est leur boulot, donc les respecter. Mais si on les reçoit en les invitant, en les recevant comme des humains, je pense que le message peut passer vraiment. Vraiment, c'est parce que avant tout, c'est des humains, quoi, qui font leur travail. Oui, d'accord. C'est très beau ce que tu dis. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On prend les petits messages qui restent pour finir. Oui, il me semble que c'est... Ouais. Je prends le message d'Isabelle Nanglard, donc, qui nous dit « Pour m'aider au lâcher-prise, j'ai eu la chance de lire le concept du continuum de Jeanne Lidloff, dire que les enfants en très bas âge dans un village étaient seuls avec un puits sans rebord juste au milieu du village. Les enfants avaient une notion du danger.
C'est évident. Ils le disent aussi par rapport aux couteaux ou aux choses, parce qu'on se met beaucoup de barrages sur, par exemple, les couteaux. Alors que si tu enseignes à l'enfant comment couper, ce sera beaucoup plus efficace que de le priver de un couteau. Ce sera beaucoup plus sécurisant pour lui de lui enseigner voilà, cette notion. C'est que les peurs en fait qui motivent et qui empêchent. C'est les peurs que les parents portent qui bloquent les enfants en fait. Moi, mes enfants, c'est vrai, à 2 ans, ils épluchaient des pommes de terre, ils prenaient des couteaux. Mais ils ont fait l'expérience de se couper un petit peu, mais avec notre présence et de voir que le couteau est dangereux. Et il n'y a jamais eu de problème, ils ont toujours utilisé les couteaux. On a une maison avec des escaliers, on n'a jamais mis de barrière pour les escaliers en fait. Il n'y a jamais eu d'accident grave. J'ai 5 enfants. Et c'est comme si on est dans une société où surtout, tu sais, il faut mettre les coins pour pas qu'ils se cognent, faut hyper les protéger. Il y avait une vidéo d'ailleurs d'une Canadienne, je ne sais pas, c'est mets ton casque, faut te protéger. Enfin, comme si, alors que voilà, laisser en faire les expériences, les accompagner avec, avec le couteau. Le couteau, il n'est pas dangereux en soi si on est à côté de l'enfant. Et moi, c'est une évidence pour moi. Tu sais, ça me rappelle, ce que tu dis, ça me rappelle ma mère qui m'avait montré un article sur, tu sais, ces structures maintenant que tu vois dans les parcs. Dans les parcs, avant, il y avait quoi? Il y avait de la terre battue sous les structures de jeu. Maintenant, ils mettent que des trucs rebondissants, moelleux. Et en fait, l'article expliquait que la prise de risque était extrêmement différente et que du coup, les enfants, ils étaient un peu perdus après dans la vraie réalité. Alors que finalement, une fois que tu leur enseignes vraiment cette notion de faire attention à soi, à son corps, à comment gérer, c'est presque plus sécurisant pour eux après dans la vraie vie. Et puis même dans la vision où on leur enseigne même pas, c'est qu'on est né pour vivre. Ça c'est mon grand créneau. C'est-à-dire que chaque cellule qui nous compose, son objectif c'est pas de se détruire, c'est de vivre. Et donc à aucun moment ils ne prendront des risques des risques réels. Quand ils prennent des risques, c'est des risques mesurés pour sortir des zones de confort et pour apprendre, mais ils iront pas s'enfoncer le couteau au fond de la gorge comme ça. Non, c'est même s'ils se coupent le doigt, il y a quelque chose à l'intérieur d'eux qui a déjà dit ralenti, donc ils se coupent le doigt moins vite, moins fort que. C'est de l'auto-enseignement sous surveillance. C'est ça. Alors, je prends le deuxième message d'Isabelle qui dit: juste après l'inspection difficile que nous avons eue, où on lui reproche de ne pas savoir lire et écrire, ils nous ont fait des lettres en Lego. Cela lui a pris plus de 2 heures passées à recréer chaque lettre avec précision. Vraie validation de notre foi. C'est magique. J'ai envie de dire, parce que Isabelle Nanglars, c'est donc une amie de Marie-Agnès et du coup que je connais depuis peu parce qu'elle fait partie de l'équipe qui organise l'événement en Charente parentalité au cœur de l'enfant. Alors j'en profite, c'est un événement qu'on fait bénévolement et il va y avoir plein d'intervenants autour de toutes ces questions. Donc si vous êtes de Charente, de Bordeaux ou de pas loin, ou que vous êtes même de loin mais que vous avez envie de vivre un week-end et vous remplir la tête d'idées neuves, fraîches, venez. Et surtout qu'on a l'occasion, j'en prends une petite couche, j'en profite de recevoir Thierry Pardot qui nous vient du Québec. Donc c'est vrai qu'il n'est pas toujours en France, donc c'est vraiment, je pense que ça va être vraiment, voilà, ça va être des partages, des échanges où chacun va pouvoir se poser avec tout ça, quoi. Donc c'est si Marion veut bien, des fois mettre le lien sous la. Oui, avec plaisir, au contraire. Est-ce qu'après vous prévoyez de filmer des passages ou Théoriquement, on a choisi de tout filmer. Ah, super, c'est génial. Ah bah ça va être beau ça. Ouais. Bon, je vais prendre un petit peu quand même. Alors, un message de Sylvia Énergie qui dit: coucou, super intéressant et inspirant comme d'habitude. J'adore ce sujet, même n'ayant pas d'enfant. J'aime l'esprit, ça me parle. Marie-Agnès, tu pourras me donner le lien du site de l'école autonome de Belgique dont tu parles? Merci, à bientôt. On pourra le mettre en dessous aussi, en dessous de la vidéo. Oui, d'accord. Ouais. Avec plaisir, parce que c'est vraiment chouette. Voilà. Et Isabelle dit: Maria parle des enfants de la rue et de ceux des familles riches. Ils avaient pu observer que les enfants riches avaient bien plus de fractures que les enfants des rues.
Ça me donne envie de parler d'un truc que j'ai observé professionnellement. Ouais. Et récemment, j'applique les méthodes, même quand je suis formateur, j'essaye d'appliquer cette approche-là, même dans les cadres de formation très réglementés. Et donc, j'étais formateur pour un BAFA amélioré pour des jeunes en difficulté. Et les jeunes qui avaient vraiment vécu la rue, les squats et tout, alors là c'est le côté la facette spirituelle de moi. Je voyais à quel point ils étaient ultra connectés. Et je leur démontrais, je leur disais mais regardez, vous avez sûrement ça. Et alors ils disaient oui mais on n'a pas eu le choix, ça c'est pas de l'intelligence, c'est de l'instinct, c'est de l'instinct de survie. Je dis mais ça c'est la connexion, c'est ça qui, si tu le déconditionnes que des moments de difficulté, que tu l'écoutes dans tous les paramètres de ta vie, ça va te conduire toujours vers ton bonheur. Et comme c'est des formations sur plusieurs mois, sur une année, eh bien j'ai eu beaucoup parmi ces jeunes de témoignages qui venaient me dire après, tu sais, j'ai essayé ton truc et ça m'a changé la vie en fait. M'écouter, ne plus considérer que que j'avais une option par défaut en fait, que c'était vraiment une chance parce que j'étais sorti des chantiers battus, donc que j'étais connecté à la nature vraiment, à ma nature. Et beaucoup d'enfants sont hors de tous les circuits sont des enfants du coup qui ont dû être connectés à leur nature pour continuer à vivre. Je suis entièrement d'accord avec toi parce que j'ai grandi aussi un petit peu dans la cité. J'ai vu aussi, j'ai vécu dans plusieurs villes différentes et en comparaison, j'avais l'impression que les enfants qui étaient plus dans la rue, qu'ils avaient souvent une philosophie de vie qui était vachement plus profonde. Et c'était scotchant, donc ouais, je te rejoins là-dessus aussi. Je vais prendre un dernier message de Au cœur de la vie qui dit « Merci pour vos réponses enrichissantes. Je demande à ce que la pédagogie autonome libre se développe de plus en plus. » Voilà, la boucle est bouclée. Ah, et elle précise que c'est un garçon, donc excuse-nous. On va pas dire elle, il, du coup. Ah, je suis désolée. Ouais, mais moi aussi j'ai dit elle tout à l'heure, donc il. Ouais, je Cœur de la pas. vie, bonjour, monsieur. Pardon. Mais moi, j'ai envie de rebondir sur ce que tu sur cette dernière phrase. C'est que je crois qu'en fait, justement, tout à l'heure, on disait la confiance en la vie et que tous les enfants, tous ces enfants qui arrivent maintenant, et en fait, c'est eux qui nous poussent vers cet apprentissage autonome et libre. Enfin, je veux dire, on peut plus faire comme avant. Moi, il y a des fois, je suis tentée avec mon dernier, la cassette de revenir parce qu'il y a mon petit côté, mes petits diablotas qui disent, oh, quand même. Et ben non, je peux pas, c'est impossible parce que lui, non, et donc il y en a plein d'enfants et c'est partout. Moi, il y a plein de gens qui me contactent, qui me demandent comment tu fais, machin. Les gens sont vraiment ouverts à ça parce que ces enfants-là, on est vraiment dans un changement et le changement, il va vers ça. Et c'est super que justement l'enfant, on le construise d'abord dans son être-té et après il s'emplisse de savoir. Ça, c'est chouette et ce sera le savoir que lui, il aura envie et donc il sera passionné et ça rentrera tout seul, quoi. Donc c'est chouette. En fait, eux, ils savent déjà s'écouter. Maintenant, c'est à nous de lâcher prise et d'apprendre à les écouter, à accepter de les écouter. S'écouter, ouais. Mais de ne pas les couper de ça, parce que si on les coupe de ça quand ils sont petits, bah après, il y a tout un travail à faire après. Donc c'est vraiment... et on est dans cette émergence-là et c'est chouette. Allons-y. Ouais. Et vive la vie. Vive la vie. Ça sera pas de la fin. Eh ben, merci à tous d'avoir été là. Merci de nous avoir suivis. C'était très riche encore une fois. On fait un très beau trio, je trouve, pour nous lancer des fleurs. Ouais. Je vous remercie à tous les deux d'avoir été là et d'avoir échangé sur ce thème qui est vraiment une passion pour nous, ça se sent. Et voilà, si vous voulez dire un petit au revoir. Merci Marion et puis merci à vous tous, puis merci Mathieu en fait. Merci à toutes, à tout le monde qui écoute, à vous deux et merci à moi aussi d'ailleurs. Merci à tout le monde. Merci et à la prochaine. Ouais, à très bientôt, au revoir. Au revoir.